D'abord, même encore une fois, si on se retrouve avec une identité numérique qu'on va utiliser non seulement sur Internet, mais possiblement aussi dans nos interactions avec la police, par exemple, mais il se pourrait que cette identité de facto devienne comme une carte d'identité. Or, voici maintenant quelques siècles que nous n'avons pas de carte d'identité, Madame la Présidente, au Québec et au Canada, et pour cause, parce qu'avoir une carte d'identité viendrait toucher directement le droit à l'anonymité. Et on sait, et les études sont nombreuses, que les pays qui ont mis en place des cartes d'identité nationales se retrouvent avec une police qui se sent légitime d'arrêter n'importe qui dans la rue pour demander cette dite carte sans raison. Les cas de profilage sont abondants, notamment en France, mais on pourrait nommer à peu près n'importe quel pays qui a une carte d'identité nationale. Or, la meilleure manière d'éviter que la police se sente légitime de demander une carte d'identité nationale, c'est de ne pas en avoir, Madame la Présidente, et c'est un choix de société que nous avons fait ici en Amérique du Nord et qu'il va falloir respecter. Ensuite, il y a la question des données que ce système-là va stocker. On nous parle de l'utilisation possible de la biométrie, c'est-à-dire des données intrinsèques à l'être humain qui sont immuables, qui ne changeront pas. La rétine de l'œil, la forme du visage, les empreintes digitales, tout ça, c'est des choses qui ne changeront pas, contrairement à un mot de passe. Et donc, si ces données-là se font voler, vous imaginez évidemment à quel point est-ce que ces données sont personnelles, confidentielles et qui pourraient être utilisées à toute sauce. Et donc, une de nos premières recommandations, c'est de ne jamais stocker aucune donnée qui ne soit pas obligatoire pour faire fonctionner ce système. Il faut garder le minimum de données possible pour pouvoir faire en sorte que la solution soit fonctionnelle. Le deuxième point, c'est que qu'allons-nous faire avec ces données? Et le gouvernement nous dit, dans le projet de loi, nous allons interdire le profilage avec les données. J'espère bien, Madame la Présidente, parce que le profilage est interdit par la loi. Ceci étant dit, malheureusement, étant donné l'historique de ce gouvernement, laissons-nous quand même le bénéfice du doute, rappelant qu'aujourd'hui même, il y a des cas de profilage systémique dans notre police nationale, au SPVM, à la SQ, où des personnes noires ont 400% plus de chances d'être arrêtées pour rien. Des personnes autochtones ont 400% plus de chances d'être arrêtées pour rien. Des personnes arabes ont 300% plus de chances d'être arrêtées sans raison valable. Et ce n'est pas Québec solidaire qui le dit, Madame la Présidente, c'est bien sûr la Ligue des droits et libertés, c'est bien sûr la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, mais c'est aussi des décisions de justice qui blâment ce gouvernement, qui malheureusement, encore une fois, a porté en appel sans jamais apporter une alternative aux décisions, aux politiques publiques et aux actions de la police pour pouvoir permettre aux policiers de faire leur travail sans en arriver à pénaliser de facto des minorités racisées. Et donc, ils nous disent, nous n'allons pas faire de profilage avec les données, soit, c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi pourrions-nous faire quoi que ce soit d'autre que d'identifier les personnes avec ces données-là? Pourquoi allons-nous donner des données personnelles au gouvernement et que le gouvernement décide après coup de faire de l'intelligence artificielle sur nos données basée sur autre chose que l'idée de identifier les personnes et donc la raison même d'avoir ramassé ces données-là? Ben pour nous, la question est simple, il n'y en a pas de raison. Si on accumule des données personnelles sur les gens pour faire fonctionner une identité numérique, ça doit servir à une seule chose, l'identification numérique des citoyennes et des citoyens. Surtout que nous sommes dans un moment charnière, Madame la Présidente, de manière technologique, c'est-à-dire qu'il faut réussir à imaginer un avenir qui avance très très vite.
qui avance très très vite, où les interconnexions sont de plus en plus nombreuses et où les technologies s'accumulent. Évidemment, il y a l'info nuagique, il y a l'intelligence artificielle, le big data, je ne sais pas moi, les imprimantes 3D, les blockchains, les chaînes de... etc., etc. Et il faut se poser la question, comment est-ce que ces choses-là vont interagir? Or, imaginons, Madame la Présidente, qu'on a un système qui accumule la reconnaissance faciale pour l'identité numérique, qui centralise toutes ces données-là, et que d'un autre côté, c'est un projet qui traîne depuis longtemps, dont on entend parler de temps en temps, où on voudrait avoir des caméras sur les vestes des policiers et des policières. L'investissement est déjà là, l'infrastructure est déjà là, et on peut tout à fait imaginer qu'en temps réel, avec très très peu d'investissement, on se retrouve à capter tous les visages de tous les manifestants, de tous les passants dans la rue, par cette caméra accrochée à nos représentants de l'ordre, qu'ils soient envoyés à cette base de données qui, en temps réel, reconnaîtrait 100% des personnes qui sont présentes à une manifestation. C'est déjà un problème. Mais on peut aller plus loin. On peut recouper ces données-là très facilement, étant donné qu'on a une identification sûre de la personne qu'on vient de croiser dans la manifestation pour savoir qui est en congé longue durée et qui ne devrait pas être là parce qu'il est censé être sur le CNSST, qui n'a pas respecté telle ou telle condition, qui n'est pas émigrant avec ses papiers. Et quand on voit la chasse à l'homme qui a été ouverte au sud de nos frontières, et à quel point est-ce que des principes démocratiques peuvent malheureusement bifurquer, il faut absolument qu'on y réfléchisse tout de suite pour ne pas permettre à des prochains gouvernements de mettre en place, basés sur de la technologie, des États qui briment les droits et libertés des citoyennes et citoyens et qui briment le droit à la citoyenneté, qui briment notre droit à une démocratie et plus spécifiquement le droit à l'anonymité dans la rue. Restant sur les données, Madame la Présidente, il y a la question de la transparence associée à l'utilisation de nos données. Et donc, à chaque utilisation de nos données, il y a un log qui va s'accumuler au fur et à mesure du temps sur l'utilisation. Ben nous, ce qu'on pense, c'est que ce log-là doit être accessible par une et une seule personne. C'est la seule vraie propriété des données qui est le citoyen qui est concerné. C'est-à-dire qu'à tout moment, un citoyen devrait être capable d'aller sur ce système-là pour savoir qui a validé son identité, dans quel contexte, et donc valider que c'est bien lui-même qui a eu accès à ça, mais en même temps, ni le gouvernement, ni personne d'autre ne pourrait être capable de vérifier cela. Parce que sinon, ça va être un formidable outil de flicage, Madame la Présidente. Imaginez, vous allez à la SAQ, vous montrez votre identité pour montrer que vous avez plus de 18 ans, hop, une ligne. Vous allez à une autre SAQ, hop, une autre ligne. Vous allez à la SAC, vous allez, etc. Et là, on a ligne par ligne, où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez. Même sur des questions d'assurance, par exemple, l'idée même que vous consommez de l'alcool est loguée. Mais de quel droit l'État saurait ce genre d'informations? Eh bien, nous, on pense que c'est très, très important que dans ce projet de loi, on y réfléchisse tout de suite pour permettre une véritable confiance et transparence envers l'utilisation de notre identité numérique. Ensuite, il y a des questions de sécurité. Il y a des questions de sécurité associées à l'idée d'avoir une énorme base de données qui a toutes ces informations personnelles sur les citoyennes et citoyens, et l'idée de dire nous allons la sécuriser, vous n'ayez pas crainte. Commençons par dire où vont être stockées les données avant de dire comment elles vont être sécurisées. A priori, l'idée serait, c'est ce qu'on entend, de les mettre sur l'info nuagique. Rappelons ici, Madame la Présidente, que nous avons un grave problème avec l'utilisation de grosses compagnies, pour ne pas les nommer, AWS d'Amazon, Azure de Microsoft, le cloud de Google, qui sont des clouds qui appartiennent à des multinationales du Sud.
Des multinationales avec toutes sortes de dérives, Madame la Présidente, où les PDG ont un manque de scrupules dont, évidemment, personne ne peut douter aujourd'hui, mais en plus, qui sont assujettis à des législations qui ne sont pas les nôtres, à savoir le Cloud Act, Madame la Présidente. Que permet le Cloud Act? Le Cloud Act, sous certaines conditions, d'obliger ces compagnies-là de partager leurs informations sur des citoyens qui sont stockés chez eux avec le gouvernement américain, sans même prévenir les personnes dont les données ont été données au gouvernement. J'ai moi-même déposé une motion la semaine dernière qui demandait au gouvernement de s'assurer que ni des compagnies étrangères et avant tout américaines, étant donné les politiques du Cloud Act, et ni l'idée même d'avoir ces données à l'étranger, même si c'est des compagnies canadiennes ou québécoises, ne soit envisagée par ce gouvernement. Et à notre grande tristesse, cette motion a été refusée par la partie majoritaire, par le groupe de la CAQ. Nous espérons, ceci étant dit, que cela ne durera pas, Madame la Présidente, et qu'évidemment ces données-là ne vont pas être stockées sur des serveurs à l'étranger ou par des compagnies étrangères. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a deux options qui s'offrent à nous. Une qui consiste à dire nous allons les stocker dans un cloud d'une compagnie locale ou nous allons les stocker dans un cloud privé, c'est-à-dire qu'un cloud qui est hosté, qui est organisé à l'intérieur même de nos ministères. La question se pose, Madame la Présidente, mais imaginez le risque associé à l'idée d'avoir une compagnie qui fleurit, qui marche bien, qui a un cloud local, et que demain matin, Google, Amazon ou Microsoft décident tout simplement de l'acheter. Du jour au lendemain, elle est assujettie à des législations étrangères. Donc, ou bien on légifère pour ne pas permettre cette perte de souveraineté numérique par rapport à nos compagnies numériques, pour qu'elles ne puissent pas se faire acheter avec tous les serveurs et toutes les données qu'il y a à l'intérieur, ou bien on s'assure d'avoir une solution qui nous garde toutes nos données à l'intérieur même des murs virtuels de nos ministères à travers ce qu'on appellerait un cloud privé, tout en collaborant évidemment avec des spécialistes de la technologie.